Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 11 mars. Le prince Albert II sur les traces de ses ancêtres. Il s'est rendu hier à Olioul, dans le Var, où il a reçu un accueil plus que chaleureux. Reportage à suivre dans quelques instants. L'ONU et le CIO lancent une nouvelle initiative en faveur de l'égalité des genres par le sport. Une annonce faite hier à la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies. Nous y étions. Et puisque nous parlons du rôle du sport dans la promotion de l'égalité des genres, nous ferons plus ample connaissance ce soir avec Anouk Doria Modena. Elle est la présidente de la Fédération de lutte de Monaco. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la bonne opération de la Roca Team dans la course aux play-offs. Ils ont signé hier une victoire précieuse à Baskonia en Euroleague. Et nous nous intéresserons aussi ce soir à cette nouvelle mode mise en avant notamment par les réseaux sociaux, cette recherche aux dents parfaites. Quelles sont les dérives et les risques des méthodes proposées? Le docteur Alain Brombal témoignera sur notre antenne. Et à la fin de ce journal, retrouvez le récital de Maxime Vengerov donné hier soir à l'Opéra de Monte-Carlo. Je vous le disais en titre, le prince Albert II s'est rendu hier à Olioul, dans le Var, une visite qui entre dans le cadre de ses déplacements réguliers dans les territoires liés historiquement à sa famille. Alors quels sont les liens qui unissent Olioul et la principauté? Élément de réponse dans ce reportage réalisé sur place par Christine Datomel et Lionel Bernardi. 353 ans, jour pour jour, après la disparition de son ancêtre Charles Grimaldi, le prince Albert II s'est rendu sur les terres d'Olioul. Après avoir dévoilé le panneau signalétique d'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco, le souverain, accompagné par le maire du village, est parti à la rencontre de la population. Dans la typologie des sites historiques Grimaldi, nous sommes là sur un lieu d'inhumation d'un Grimaldi, d'un évêque Grimaldi du XVIIIe siècle, qui de manière fortuite est mort à Olioul et y a été enterré. L'évêque de Rodez, Charles Grimaldi, était venu voir son frère à Olioul. Son frère était un officier de marine, donc qui servait dans la marine royale à Toulon, et avait acheté comme maison de campagne le château d'Olioul. Et donc c'est ce hasard de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, Olioul est un lieu de mémoire de la famille Grimaldi et que la commune a souhaité adhérer à ce réseau qui s'étoffe de plus en plus. Maintenant, plus de 70 collectivités territoriales françaises, sans compter les italiennes, ont rejoint ce grand mouvement qui est initié évidemment par les visites régulières du souverain. Une cérémonie en mémoire de Charles Grimaldi a ensuite été donnée en l'église Saint-Laurent, lieu même où a été inhumé l'évêque en 1770. Sa plaque funéraire, qui vient d'être restituée à l'identique de celle posée à l'époque, a ensuite été dévoilée par le souverain. Le prince Albert II s'est ensuite rendu sur le lieu qui fut l'habitation du frère de Charles Grimaldi au XVIIIe siècle, nommé jadis le château d'Olioul, une bâtisse qui aura appartenu à la famille Grimaldi durant plus de 40 ans. Vendu en 1794 comme bien national, le château d'Olioul, maison de campagne des Grimaldi, abrite aujourd'hui une école. Cette école qu'on a appelée le château, on savait que c'était un château, mais on ne savait pas trop à qui il avait appartenu. Et il a appartenu pendant des décennies à Charles de Grimaldi, le frère de l'évêque. Et donc cette école de château aujourd'hui, eh bien, elle est occupée par, c'est une école primaire si vous voulez, mais moi je suis particulièrement touché parce que c'était mon école. Et à l'époque c'était l'école des garçons. Après avoir dévoilé une plaque commémorative en mémoire de sa visite sur le parvis de l'école, le souverain a signé le livre d'or de la ville et a reçu sur la place, devant la population réunie, la citoyenneté d'honneur de la commune. Ce que nous partageons, c'est certaines valeurs, donc des valeurs de la famille, de respect, des ancêtres, la valeur pour les enfants, et si vous voulez, une certaine bienveillance vis-à-vis de la population, vis-à-vis de tout le monde. Ça, c'est des valeurs qu'on partage. Donc nous, on est très, très fort par rapport à l'olivier, qui est un arbre chargé de symboles, et donc ces symboles-là de sagesse et de paix, on les développe le mieux possible. Je trouve qu'ils vont très, très bien avec le prince également. Nous l'avons évoqué, c'est bien sûr à travers un très ancien ancêtre, l'évêque Charles de Grimaldi, qui est venu décéder ici à Olioul alors qu'il venait visiter son frère, mais qui a eu
une très belle carrière, à la fois militaire et ecclésiastique. Et donc voilà, c'est un très beau lien. Donc c'est tout naturellement que j'ai eu grand plaisir à répondre à l'invitation de monsieur le maire d'Olioul de venir pour commémorer cet ancêtre, mais aussi pour voir tous les efforts qu'ils font en matière d'éducation, de préservation du patrimoine, d'environnement et bien d'autres aspects encore. Et donc je suis très heureux que ces relations soient enfin renouées avec Olioul. Symbole de Olioul, l'olivier. Les racines de cet arbre expriment la longévité de la mémoire, mais aussi la force du souvenir et de la fidélité, des liens forts qui unissent Olioul à la principauté de Monaco. Dans son discours, le prince souverain dira « Le grand écrivain français, Colette, disait que les frontières n'étaient que fleurs. Je ne peux qu'être extrêmement touché par la dignité d'une ville qui est depuis longtemps non seulement cité de l'olivier, mais aussi cité des fleurs. » Et à l'occasion de cette visite, un olivier âgé de 25 ans qui est né et a grandi à Olioul a été offert au souverain comme un symbole des liens forts qui unissent la principauté à cette commune. Et nul doute que les habitants d'Olioul se rappelleront longtemps de la visite du prince Albert II. Prenons la direction de New York à présent, où se tient actuellement la 67e session de la Commission de la condition de la femme. En marge de cet événement, l'ONU Femmes et la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies ont proposé un rendez-vous autour du sport pour l'égalité des générations. Le reportage sur place d'Alexandra Pani. L'égalité des sexes par le sport, c'est la nouvelle initiative portée par le CIO et ONU Femmes lancée ce 10 mars à la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies. Ce projet a pour ambition de soutenir les organisations sportives et d'aborder les questions essentielles de l'égalité des genres et de la violence sexiste. Ces deux thématiques étaient au cœur de cet événement organisé en parallèle de la 67e CSW. Il s'agissait d'avoir des témoignages d'experts, mais aussi de membres du CIO sur l'ère numérique, tout ce qui se passe en ligne, à la fois pour promouvoir l'éducation, mais par le sport, et aussi pour interviewer des athlètes et avoir le ressenti sur ce qui se passe et les problèmes qu'ils subissent en ligne. Les fédérations n'ignorent pas le sujet. Et nous avons eu aussi ce témoignage très intéressant de la Fédération internationale de tennis qui a pris des mesures, qui a pris 21 principes. Des sujets d'actualité dont notamment la cyberviolence à travers les réseaux sociaux, une nouvelle forme de violence qui touche les acteurs du sport et tout particulièrement les femmes. So important to hear the reality of life for elite athletes at present, and the fact that social media is such an important aspect of who they are, their identity, their brand, you know, and there is more and more pressure to conform to having a social media identity. But with that, while there's benefits, there comes risks, and as we heard so brilliantly from Jordan today, it's the balance of that risk and the impact of being a target of violence. Le CIO souhaite montrer l'exemple et s'est fixé une série d'objectifs en matière d'égalité des genres et d'inclusion pour la période 2021-2024. On a fait beaucoup de choses, que ce soit sur le terrain, la participation des filles et des femmes. Vous savez qu'à Paris 2024, il y aura une parité sur le terrain. Et aussi au niveau de la gouvernance, du leadership, nous avons les membres du CIO, qui sont à 39%. Et ça commence à venir au niveau des comités nationaux olympiques, des fédérations nationales et internationales. Cet événement a été suivi également en ligne par près de 300 personnes. Et réunissait un panel d'experts du milieu sportif, dont l'actuelle ministre des Sports du Brésil, Ana Moser, première femme ministre des Sports de son pays et ancienne olympienne. Iris Bazin, responsable de l'inclusion, de la solidarité, de l'égalité pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ou encore Sharon Cohen, la fondatrice de Figure Skating in Harlem, une association récompensée par le CIO pour son implication auprès des jeunes filles. On rappelle que la principauté de Monaco co-préside le groupe des Amis du sport au service développement et de la paix.
Et puisque nous parlons du rôle du sport dans la promotion de l'égalité des genres, faisons plus ample connaissance avec celle qui a repris le flambeau de Robert Guénassia, père de la lutte à Monaco, disparu en 2022. Elle s'appelle Anouk Doria Modena. C'est une ancienne sportive de haut niveau. Elle est désormais la présidente d'une association qui ne compte étonnamment aucune femme parmi ses adhérents. Yannick Debever et Sylvain Péroumal sont allés à sa rencontre. Une femme leader par l'exemple. Anouk Doria Modena, ancienne taekwondoïste et désormais présidente de la Fédération monégasque de lutte. Un sport qui ne compte pourtant aucune adhérente en principauté et donc une situation que la dirigeante compte bien faire évoluer très rapidement. Déjà, on organise un tournoi à Monaco donc le 8 avril. Avec des jeunes enfants de toutes catégories à partir de 7 ans jusqu'à 18 ans. Et on a également aussi prévu un combat, une exhibition en fait de lutte féminine pour pouvoir justement donner envie peut-être aux petites sœurs, aux grandes sœurs qui viennent voir les petits frères et les grands frères lutter et les inviter, leur montrer en fait tout simplement que une nana a aussi sa place dans la lutte et que bien qu'à la base ce soit un sport masculin, on a tout autant notre place qu'un garçon. La peur du contact, de se blesser ou de s'imposer dans un milieu masculin peuvent représenter des freins à la pratique des sports de combat pour les jeunes filles. Anouk, ancienne pratiquante de taekwondo de haut niveau, est très bien placée pour montrer qu'une femme a non seulement toute sa place dans ces pratiques, mais surtout qu'elles peuvent être un formidable moteur dans la vie. Ça m'a apporté énormément de confiance en moi et simplement aussi pouvoir m'imposer dans un monde masculin, ne pas avoir peur en tant que personne, me développer en tant que femme. Et puis j'en ai pratiqué aussi à l'adolescence. On sait que l'adolescence est une période difficile avec un changement de corps, et tout ce genre de difficultés qu'en fait peut traverser une jeune femme. Un sport comme ça permet en fait tout simplement de s'affirmer, de se découvrir et de se développer en tant que telle. Portée par une femme, l'AS Monaco Lutte n'espère plus qu'une chose désormais, ouvrir une section féminine avec des jeunes filles que l'on appellera pour toujours des pionnières. Retour à présent sur ce match important dans la course au play-off d'Euroleague. La Roca Team affrontait hier Baskonia, la meilleure équipe à domicile de la compétition cette saison. Mais ça, c'était avant que les Monégasques arrivent à réaliser un match exceptionnel sur le parquet de Vitoria. Yannick Debever et Olivier Bonello vous font le récit de cette rencontre. Un énorme ouf de soulagement. La Roca Team vient de réaliser un match XXL face à Baskonia Vitoria Gasteiz, qui n'avait perdu que 2 matchs à domicile cette saison. La rencontre était d'une intensité rare entre 2 équipes joueuses et très rapidement, beaucoup de points sont inscrits de part et d'autre. Ce sont les Basques qui pendant un long moment vont mener au score grâce à une adresse longue distance vertigineuse. Les locaux sont impressionnants à l'image de Marinkovic à 100% de réussite au shoot en première période. Mais Monaco ne lâche rien et en l'absence de son meneur Mike James blessé à un doigt, chaque Roca Boy doit élever son niveau de jeu. Mathieu Strazel en tête. De Monaco qui se lève pour ce N1 de Mathieu Strazel. En fin de deuxième quart-temps, les Monégasques parviennent à infliger un 10-2 à Vitoria qui leur permet de passer devant. Après un début de match maladroit, Alpha Diallo se mue en leader d'une équipe qui mène 52-47 à la mi-temps. La pause permet aux 2 équipes de souffler après une mi-temps jouée à une vitesse folle et ce n'est pas fini. C'est le jeu de Baskonia de courir et shooter à 3 points. Ils termineront d'ailleurs ce match avec 33 shoots à 3 points tentés pour 16 réussites. Côté Roca Team, difficile de rivaliser avec seulement 5 tirs longue distance sur 19 essais. Logiquement, les Basques reprennent l'avantage dans cette 3e reprise emmenée par l'irrésistible duo Darius Thompson, Marcus Howard, tous deux auteur de 20 points. Après un temps mort d'Obradovic, la Roca Team riposte avec un 10-2 et des actions qui font mal à la tête des locaux à l'image de ce poster de Donta Hall. Un point d'écart donc seulement et encore 10 minutes à jouer. Le public de Baskonia joue son rôle à merveille et pousse son équipe à reprendre le dessus avant le coup de sifflet final. Mais soudés, les Roca Boys insubmersibles parviennent toujours à rendre les coups infligés par les joueurs de Joan Peñarroya.
Chima Moneke est le facteur X de cette rencontre avec 14 points et 13 rebonds pour 26 d'évaluation. À 2 minutes de la fin, Monaco traîne 2 points de retard avant de mettre KO Baskonia une bonne fois pour toutes en leur infligeant un 15-2 avec tour à tour des actions de grande classe d'Elio Kobo et Jordan Lloyd. Score final 102 à 93, Monaco sort vainqueur d'un match d'anthologie face à une magnifique équipe de Vitoria. I was happy to be in a game like that because that's what you live for. You know, I've watched plenty of incredible EuroLeague games, so to compete in one of those ones, especially on the road against a team like that that's on fire right now, yeah, it was amazing. You know, Marcus Howard was making incredible plays, and I was just watching as a fan as well, but knowing that, you know, we got to respond, and, you know, Ellie, Jordan, they made big plays as well, so incredible. Was an unbelievable basketball promotion. And for me, you know, like being part of this, you know, like I'm proud of, you know, like all the team, you know, like all the guys, you know, like physios, you know, like doctors who help, you know, this process. Au-delà de la manière, cette victoire permet à Monaco de faire un grand pas en avant vers les playoffs en reléguant ses poursuivants à 3 victoires derrière. Avec sa forme actuelle, la Roca Team peut même se permettre de regarder devant en pensant aux 4 premières positions. Et après cette rencontre, la Roca Team s'est envolée en direction de Roanne. Aujourd'hui, ils affronteront les joueurs de la chorale ce dimanche à 17 h pour la 23e journée de Betclic Elite. Intéressons-nous à présent à ce phénomène de mode notamment relayé par les influenceurs sur les réseaux sociaux, celui d'avoir un sourire hollywoodien mais avec des techniques parfois mal conseillées ou mal maîtrisées. Ces dérives sont dénoncées par certains chirurgiens dentistes. Pour faire le point, nous sommes ce soir avec le docteur Alain Brombal. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous aussi, dans votre cabinet, vous constatez cette recherche aux dents parfaites et au sourire éclatant ? Oui, c'est pas récent, quoi, mais ces temps-ci, on peut considérer qu'il y en a de plus en plus. Comment on peut expliquer ce phénomène, docteur ? C'est vaste, les raisons. Il y a les raisons déjà des réseaux sociaux, des publicités qui sont faites, l'engouement des personnes qui communiquent entre elles et qui ont des résultats esthétiques et qui veulent avoir la même chose que le copain ou la copine. Vous avez mentionné le mot esthétique tout à l'heure. Ça passe au-dessus des soins maintenant ? Ben justement, c'est là qu'il faut le rôle du dentiste, c'est d'être le modérateur et être de bons conseils vis-à-vis de son patient et tempérer, on va dire, les ardeurs esthétiques du patient et pour lui faire comprendre que des fois, en faisant des travaux de prothèse dans la bouche, on va passer à un point de non-retour et on va impliquer les dents dans des travaux qui sont après irréversibles. On voit surtout sur les réseaux sociaux ces couronnes dentaires, ces facettes. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche. Vous avez, on va appeler ça des centres de soins, où il y a des travaux qui sont des fois faits un peu à la chaîne et d'une manière très rapide, et qui sont où là, on va pas du tout respecter ce que je vous disais tout à l'heure, où le dentiste ne joue plus son rôle de modérateur, et c'est seulement d'aller dans le sens de la demande du patient, sans lui expliquer ce qu'il va avoir à la fin comme travail, dans le côté irréversible. Oui, ce n'est pas sans risque. On voit parfois des influenceurs qui se font limer les dents alors que les dents sont saines. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Même une facette qui est, on va dire, le travail de prothèse le moins agressif sur une dent va demander quand même une réduction un peu de la dent. Et donc, ce qui veut dire, une fois que la dent est réduite, la dent est condamnée à avoir au minimum une facette toute la durée de vie de cette dent dans la bouche du patient. Vous avez déjà rattrapé pas mal de dégâts, docteur, après des interventions ratées qui promettaient le sourire parfait? J'ai commencé à travailler en 86, donc évidemment, depuis 1986, j'ai eu à rattraper des cas de travaux qui avaient été faits, qui n'allaient pas, et qu'il faut, disons, essayer de trouver une solution au patient pour qu'il ne soit pas handicapé par le traitement précédent. Le risque aussi, docteur, c'est d'aller faire des interventions en dehors de Monaco, dans l'Europe, ou dans le monde, parce que les coûts sont beaucoup moindres? Il ne faut pas dire que tous ces centres sont mauvais, mais après il faut faire attention de ne pas aller dans des centres où la qualité du travail n'est pas la même que dans des cabinets dentaires, je dirais, normaux.
Un petit mot, docteur, sur le blanchiment des dents. Là aussi, il faut être vigilant sur les techniques proposées? Déjà, il faut qu'elle soit faite par, disons, un dentiste, et non pas dans des bars à sourire, comme on appelle, où c'est des cabinets d'esthétique ou des cabinets de bronzage où ils proposent des blanchiments, puisqu'il n'y a personne dans ces structures qui sont capables de dire si le patient peut recevoir sans risque, disons, un traitement de blanchiment. Par contre, au jour d'aujourd'hui, par rapport à il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, ces traitements de blanchiment ne vont pas abîmer la surface de l'émail, puisque l'émail reste brillant et poli comme avant le traitement. Mais par contre, il y a quelques contre-indications qu'il faut respecter. Finalement, docteur, le meilleur moyen pour avoir de belles dents blanches et alignées, c'est tout simplement de se rendre régulièrement chez son dentiste. Exactement, c'est-à-dire que par des contrôles réguliers, vous allez le dentiste va pouvoir identifier un problème et le prendre au point de départ. Et donc, une petite carie sur une dent de devant, par exemple, pour parler de l'esthétique, pour rester dans le domaine de l'esthétique, une carie devant sur une incisive, on la prend au départ, on fait un petit composite, un petit soin, qui est un soin mineur en tant que type de soin et que même en tant que dépense, puisque c'est un soin, donc remboursé par les caisses sociales. Et on évite de passer à une étape de facette ou de couronne, et ça permet, ces traitements de composite peuvent durer des années sans aucun souci. Eh bien, merci beaucoup Alain Brombal d'avoir été avec nous pour revenir sur ce phénomène. Merci infiniment. Merci beaucoup. Musique avec l'Opéra de Monte-Carlo qui poursuit sa programmation dans la mythique salle Garnier. Hier soir, Maxime Vengerov était en récital. Le violoniste remplacé au pied levé, Daniel Barenboim, contraint d'annuler sa tournée. Retour sur ce moment avec notre mélomane José Sacré. Une sonate de César Franck, une sonate de Tchaïkovski et la sonate dite à Kreutzer de Beethoven étaient au programme du récital du violoniste Maxime Vengerov avec le pianiste Rustem Saidkulov, invité par Cécilia Bartoli, en remplacement du pianiste chef d'orchestre Daniel Barenboim, malade. Mon histoire avec Maestro Barenboim, c'est très long, parce que j'ai été son étudiante pour plusieurs années maintenant. C'est une situation malheureusement triste parce qu'il est malade, il ne peut pas venir ici pour jouer, mais je suis très ravi. Je voudrais remercier l'administration et Cecilia Bartoli de l'Opéra de Monte-Carlo pour inviter moi pour remplacer Maestro. Alors, Cecilia Bartoli, vous la connaissez depuis longtemps. Cecilia Bartoli, je connais comme j'ai été 17 ans. C'est la première fois qu'on a rencontré avec elle. Elle est mon idole musicale. Oui. Et vous êtes son idole aussi. Oui, je pense les voix et violon, c'est toujours une grande mixture, grande harmonie. J'essaie toujours de chanter comme je joue. Après son triomphe à Monaco, Maxime Vengerov retrouvera ses élèves violonistes à Salzbourg avant de se produire au Royal Albert Hall à Londres. Et prochain rendez-vous à l'Opéra de Monte-Carlo le 17 mars prochain avec la représentation de la Traviata de Verdi. Dans l'actualité en bref, le Comité national monégasque AIAP auprès de l'UNESCO propose jusqu'à demain dimanche une exposition intitulée « Les belles femmes » dans sa galerie du quai Antoine Ier. L'opportunité de découvrir les œuvres de Natalia Vincic qui a voulu célébrer les femmes et leur beauté intérieure. Il est temps à présent de découvrir les prévisions météo pour cette fin de week-end. Bonsoir Yannick Debever, quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Encore une belle journée à prévoir en principauté ce dimanche, sous un soleil plein et toujours cette petite brise maritime. Côté thermomètre, il fera entre 11 et 17 degrés. Le jour se lèvera à 6h47 pour se coucher à 18h33. En ce dimanche 12 mars, les Justines seront à l'honneur.
Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana qui vous fait revivre le match de la Roca Team face à Baskonia et cette magnifique victoire en Euroleague. Excellente soirée à tous et à demain 20h pour le best-of de la semaine.